Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Bonjour, je suis John Michael Advertising et aujourd'hui on va parler de sécurité sur le web. T'aimes ça être en sécurité, pas vrai mon con? Et depuis que t'as regardé Mr. Robot, tu vis dans la peur que tes données soient pas sécurisées quand tu navigues sur internet, j'ai juste? N'en dis pas plus, t'as besoin d'un VPN ma gueule. Et tant qu'à faire, je te conseille NordVPN qui a été sacré meilleur VPN au VPN Awards. Ne regarde pas comme ça, je te jure que ça existe les VPN Awards. Du coup, NordVPN, ça sert à quoi? Grâce à NordVPN, tu protèges ton trafic web privé de toute interférence externe. L'adresse IP, elle est masquée, les données, elles sont chiffrées. Et si tu captes que dalle au terme technique, contente-toi d'acquiescer avec un air concerné. Mais avec NordVPN, tu peux aussi faire plein d'autres trucs, comme te connecter sur un serveur étranger pour accéder au catalogue Netflix du pays en question. C'est tout un nouveau monde de contenu qui s'offre à toi mon gars. En plus, tu peux l'utiliser quasi partout. Il est compatible Windows, macOS, Linux, iOS, Android et même avec certaines Smart TV. Et tu pourras même l'utiliser en simultané sur 6 appareils avec un seul et même compte. Comme ça tu seras en sécurité partout et t'arrêteras de faire chier le monde. Et comme je suis un gars sympa, j'ai même une offre pour toi. En suivant ce lien ou en utilisant le code GuillaumeFR, tu auras droit à moins 68% sur l'abonnement de 2 ans, soit 3,30€ par mois. T'en veux plus? Ah ok, je vois le genre, on veut le beurre et l'argent du beurre. Ok, mais c'est bien parce que c'est toi. En plus des moins 68%, je te fais un mois gratuit. C'est bon pour toi? Alors fonce, tu seras en sécurité et pour pas cher. Que demander de plus? De rien ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on en finit avec les aventures maritimes de la famille Brody. C'est parti pour les Dents de la Mer 4, la revanche. Les Dents de la Mer 3, c'était nul, mais ça a rapporté de l'argent. Même si c'était nul. Et désormais, qui dit bénéfice dit suite. Du coup, chez Universal, aux alentours de l'année 86, on commence à réfléchir à ce que pourrait donner un 4e épisode de la saga. Dans un premier temps, c'est de nouveau une parodie qui est envisagée, située à Malibu et avec comme personnages principaux un groupe de surfeurs aux prises avec le squal. Mais ça ne va pas bien loin, et le projet finit par être annulé, ne dépassant pas le stade de l'écriture. La raison, la situation financière du studio. En effet, chez Universal en 86, c'est pas la grosse folie. La faute à deux gros flops, l'affaire Chelsea Dearden et le mythique Howard le Canard qu'on ne présente plus. Deux films à gros budget qui furent loin de rencontrer le succès attendu et de comédie qui plus est. Du coup le genre est pas forcément en odeur de sainteté au sein du studio. L'idée de faire du 4e épisode une comédie est donc rapidement abandonnée, mais pas l'idée même du 4e film. En effet, pour Sid Sheinberg, le fameux PDG d'Universal, il est nécessaire de renflouer les caisses du studio et un nouvel épisode des Dents de la Mer pourra bien faire l'affaire. Un bon épisode par contre, parce que Sheinberg a détesté le 3e et que cette fois-ci, il comptait bien rendre ses lettres de noblesse à la saga. Pardon. Et puis Sheinberg, il a bien envie de relancer la carrière d'actrice de sa femme Lauren Gary, qui incarnait Ellen Brody dans les 2 premiers films. En effet, Gary s'est tenue éloignée des plateaux de cinéma ces 7 dernières années depuis le flop de la comédie 1941 de Steven Spielberg. Elle ne recevait plus de propositions et avait tout simplement laissé tomber, se consacrant désormais à un job d'agent littéraire. Le problème, c'est que la plupart des réalisateurs ne voulaient pas travailler avec elle à cause de son mari. En effet, ce dernier n'était pas franchement apprécié par la profession et les réalisateurs avaient peur de se créer des problèmes en engageant sa femme. Mais qu'à cela ne tienne, c'est Sheinberg lui-même qui allait remettre Gary sur le devant de la scène. Fortement inspiré par le succès d'Aliens de James Cameron, il se dit que ce nouvel opus pourrait avoir comme personnage principal Ellen Brody, qui, telle Ellen Ripley, partira affronter sa plus grande peur, le requin. En octobre 86, Sheinberg met donc la machine en route avec une sortie calée pour le 1er juillet 87. Pardon ? En octobre 86, Sheinberg met donc la machine en route avec une sortie calée pour le 1er juillet 87. Non là, y a un truc qui déconne. En gros, ils ont 9 mois pour écrire, tourner et monter le film, ce qui se fait généralement en 2 ans pour une production du genre. Bonne chance! Je vous regarde. Le temps de trouver un réalisateur et un scénariste, Sheinberg va tout superviser. Il engage un certain Henry Millard pour concevoir le requin au plus vite et s'assure que le planning intenable soit respecté. Pour prendre en charge le projet, Sheinberg finit par appeler le réalisateur Joseph Sargent. Vétéran de la profession, c'est loin d'être un mauvais metteur en scène et son film Les Pirates du Métro, sorti en 74 avec Robert Shaw en tête d'affiche, peut même se vanter d'avoir un score de 100% sur Rotten Tomatoes. En plus de ça, l'homme avait déjà travaillé avec Lauren Gary sur le téléfilm Kojak The Marcus Nelson Murders. Mais Sargent est sceptique. Non seulement ça sent très mauvais à cause de ce planning impossible, mais en plus de ça, il ne pense tout simplement pas être la bonne personne pour un tel projet, lui qui est plutôt spécialisé dans les drames. Mais Sheinberg insiste, cet opus reposera avant tout sur des personnages forts. Le but, c'est de retrouver l'essence du premier film et d'en faire la digne suite. T'y crois à tes conneries, hein, Sid? Voyant que Sargent n'est toujours pas convaincu, Sheinberg joue sa dernière carte. Il lui offre le poste de producteur, lui assurant ainsi une liberté créative totale sur le film. Intrigué, Sargent accepte, mais il faut aller vite. En effet, il n'a que 5 semaines pour écrire un script. Le réalisateur se tourne alors vers le scénariste télé Michael de Guzman, qui avait notamment écrit quelques épisodes de la série télé Histoire Fantastique, co-créée par Steven Spielberg. Les 2 hommes se mettent donc au travail sur ce qui s'appelle alors Jaws 87 et décident de ne pas tenir compte du 3e opus. Aux grandes dames des fans du film en question. Mais oui, il y en a. Quant à Sheinberg, il continue de s'impliquer, supervisant l'écriture et relisant chaque révision du scénario, ce qui n'est pourtant pas son job, mais il y tient, histoire de pas répéter les erreurs commises sur le tournage du 2e volet avec John Hancock et Dorothy Tristan. Mais le script pose un gros défi. En effet, comment justifier le fait que les Brody soient une nouvelle fois la cible d'attaques de requins? Sargent suggère alors de jouer la carte du surnaturel et de faire en sorte que le requin en veuille personnellement à la famille Brody pour avoir tué ses 2 congénères dans les films précédents.
En écrivant le scénario, Sargent et de Guzman font tout pour établir le plus de liens possible avec le premier film. Ainsi, l'élément déclencheur de leur script est la mort de Martin Brody, dévoré par un grand requin blanc dans les 5 premières minutes. Le reste du film se concentrera ensuite sur Ellen Brody, persuadée que le requin en a après sa famille. D'où le titre Les Dents de la Mer 4, la revanche. Sauf que du coup, le script compte sur la présence de Martin Brody, et comme on le sait bien, Roy Scheider a jamais été hyper chaud à l'idée de reprendre le rôle. Le studio appelle donc Scheider, et comme prévu, ce dernier refuse, même pour 8 jours de tournage. Pour lui, Les Dents de la Mer a été fait, a été très bien fait, et aucun besoin d'en rajouter. Ce dernier semble donc impossible à convaincre. Mais impossible, ça n'existe pas chez Universal. On veut Roy Scheider, on aura Roy Scheider. Le studio insiste et lui demande de donner son prix. La réponse de Scheider, $1 million. On va faire sans Roy Scheider. Richard Dreyfuss est également contacté pour faire un caméo téléphonique, mais l'acteur n'est pas intéressé. Quant à Murray Hamilton, Sargent et de Guzman auraient bien voulu lui faire reprendre son rôle du maire Larry Vaughn, mais l'acteur est malheureusement décédé d'un cancer des poumons quelques semaines plus tôt. Ils réussiront cependant à avoir Lee Fierro, la mère d'Alex Kintner, et Freddie Jane Courtney, membre du conseil d'amitié, le temps d'une scène. Wouh! Le reste du casting sera composé de Lance Guest, qui avait notamment joué dans Starfighter et Halloween 2, de Michael Caine, qui avait grandement besoin d'argent pour faire construire sa maison en Angleterre, et de Mario Van Peebles, qui accepta le rôle uniquement après qu'Universal lui ait proposé une somme conséquente et la liberté de faire ce qu'il voulait avec son personnage. De Guzman continue quant à lui de plancher sur l'écriture, mais malheureusement, les délais serrés font que le script n'est pas prêt à temps. Ah bah merde alors, ça je l'ai pas vu venir. Schoenberg est cependant extrêmement satisfait du travail accompli et l'envoie carrément à Spielberg, qui le lit jusqu'à la page 18, prétextant que ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs. Mais dis-le que c'est de la merde. Il envoie cependant une note très amicale à Sargent, lui souhaitant bonne chance pour le tournage de ce nouvel opus. Quoi qu'il arrive, script prêt ou pas, le tournage doit démarrer si on veut respecter la date de sortie du 1er juillet 87. Et c'est ainsi qu'avec un budget de $15 millions, l'équipe pose ses caméras à Martha's Vineyard le 2 février 87. Ils y tourneront une petite semaine avant de s'installer à Nassau, aux Bahamas, à partir du 9 février. En tant que producteur, Sargent a en effet voulu se faire plaisir et situer le film dans un décor paradisiaque. Tant qu'à tourner un film de merde, autant le faire dans un cadre agréable. Comme prévu, le script subissait constamment des réécritures et énormément d'éléments sont supprimés petit à petit, histoire de simplifier le tournage sur place, censé s'étaler sur seulement 38 jours. Toutes les scènes de dialogue entre les personnages sont ainsi tournées en priorité en 3 semaines, avant de passer aux choses sérieuses, le tournage en mer et toutes les séquences impliquant le requin. Sauf que la météo était merdique et que le requin, bah, il fonctionnait pas. On connaît. Non seulement les mécanismes n'apprécient toujours pas l'eau salée, mais en plus de ça, le fait que le requin ait été conçu dans la précipitation en seulement quelques semaines n'a clairement pas aidé. Du coup, le tournage commence à prendre du retard, le budget gonfle, atteignant les $23 millions, et sortir le film le 1er juillet paraît désormais difficilement réalisable. À la limite, août. Avant, ça va pas être possible, les gars. Ce sera le 17 juillet. D'accord, faisons comme ça. Avec une telle pression au-dessus de ses épaules, l'équipe fait de son mieux pour tourner le plus possible, travaillant 7 jours sur 7 pour tenir les délais et obtenir quelque chose qui ressemble vaguement à un film à peu près convenable le 17 juillet. Mais le plus grand perdant dans tout ça, c'est Michael Caine, qui sera bloqué sur le tournage à cause de tous ces retards. De 1, il ne pourra pas aller récupérer son Oscar du meilleur second rôle, et de 2, il sera indisponible pour jouer dans le film Switching Channels, dont le tournage doit démarrer, et son rôle sera finalement attribué à Burt Reynolds. Pas de bol, Michael. Mais au bout du compte, les plans sont mis en boîte, et l'équipe rentre à Los Angeles finir le tournage des séquences sous-marines dans un bassin des studios Universal, pendant que l'équipe des effets spéciaux continue de filmer des plans du requin aux Bahamas jusqu'au 4 juin. À la fin des prises de vue, il ne reste ainsi plus qu'un petit mois et demi de post-production avant la sortie du film. Le montage est effectué en urgence, la musique est confiée à Michael Small, et le 17 juillet 87, contre toute attente, le film est prêt. Enfin prêt. Autant que possible. Cependant, toute l'équipe tente de faire bonne figure. Sargent évoque un film spectaculaire avec un requin terrifiant, Ken loue les qualités du script, tandis que Gary parle carrément du rôle de sa vie. Carrément, ouais. Et donc, le film sort, mais certaines réactions du public vont forcer Universal à rappeler l'équipe en urgence, et 4 jours plus tard, ils sont de retour en studio pour procéder à des reshoots. Le but, ressusciter un personnage et modifier la mise à mort du requin. Dans la version originale, il se faisait empaler par la proue du bateau, et on le voyait saigner abondamment. Dans la nouvelle version... Non, je garde ça pour plus tard. Toutefois, il est trop tard pour intégrer ces nouvelles scènes au sein du film dans les cinémas américains. Elles feront donc partie des versions internationales, des diffusions télé et des exploitations VHS. Oui, nous sommes dans les années 80, n'oubliez pas. Toujours est-il que le film n'est pas accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par le public et souffre d'un bouche à oreille désastreux. Il va rapporter $20 millions aux USA et ne remboursera son budget que grâce aux recettes internationales qui font grimper les chiffres à 51 millions. Autant dire qu'on est très loin de l'immense succès espéré par Schoenberg pour remettre Universal à flot. Et une nouvelle fois, les Radio Awards vont s'en donner à cœur joie avec pas moins de 7 nominations. Pire film, pire scénariste, pire réalisateur, pire acteur pour Bruce le requin, pires effets spéciaux, pire second rôle pour Michael Caine et pire actrice pour Lauren Gary, dont ce sera d'ailleurs la dernière apparition à l'écran. J'espère qu'elle a pensé à remercier son mari. On va payer les parquets de chemin, Les Dents de la Mer 4 La Revanche est considéré comme l'un des pires films de tous les temps. Du coup, comme j'aime bien partager, je vous propose qu'on le regarde ensemble. Le film démarre à Amity en plein mois de décembre. On a droit à l'habituel plan en vue subjective du requin qui est d'idée de mise en scène visant à instaurer peur et suspense et désormais devenu un simple gimmick sans intérêt. On retrouve ensuite Ellen Brody en train de faire cuire un poisson. Parce qu'elle est pas là pour rigoler, c'est pas les poissons qui bouffent Hélène, c'est Hélène qui bouffe les poissons. Et le requin, je peux vous dire qu'il va en chier. Du coup, c'est bientôt Noël et tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que Sean Brody, désormais chef de police, se fasse dévorer par un requin. Pardon ?
Oh mon dieu! Suite à ce drame tout bonnement dramatique, nous retrouvons l'autre fils Brody, Mike, ainsi que sa femme Carla et sa fille Thea, qui débarquent tout droit des Bahamas pour assister aux obsèques de Sean. Du coup, on nage en plein drame familial. Tout le monde est triste, tout le monde est malheureux. Quand soudain, l'acteur Lance Guest, pris d'un accès de lucidité, tente de quitter le tournage. Il sera heureusement rattrapé par Sid Sheinberg qui le ramènera de force sur le plateau. Non mais oh, t'as cru quoi Lance? T'as signé un contrat mon gars? Ensuite, c'est l'enterrement, où on a carrément droit à des flashbacks du premier film avec Sean enfant. C'est tout à fait bouleversifiant. C'est vachement sympa de penser à nous en nous mettant des extraits d'un bon film en tout cas. Suite à cette séquence qui aura à coup sûr fait pleurer jusqu'au plus couillu des bikers texans, Hélène Brody commence à psychoter. Pour elle, le requin qui a tué Sean exerce une vendetta personnelle contre sa famille. Et le problème, c'est que Mike, il est biologiste marin ce con. Ah ouais mais bon, si tu fais pas d'effort de ton côté Mike, on va pas s'en sortir hein. Du coup, elle essaie de lui interdire de retourner dans l'eau, mais il la ramène à la raison et il lui propose de venir passer quelques temps avec lui, sa femme et sa fille aux Bahamas. Et elle accepte. Parce qu'aux Bahamas, y a pas de plage hein. La petite famille prend donc le ferry pour quitter Amity quand Lorraine Gary, qui semble en avoir marre de ce film de merde, est soudainement victime d'une crise de larmes. Arrivé aux Bahamas, on fait la connaissance du pilote Augie, incarné par Michael Caine, et de Jake, le partenaire de Mike, incarné par Mario Van Peebles. On a ensuite droit à quelques séquences où la psychose d'Hélène refait des siennes, et puis après... Your daddy was 5, he was your age. I'm almost 6. So's Jake, frail truth. Oh, you. This guy was always getting into some sort of Ouh pardon. Alors il se passe des trucs? Le premier film? Moi aussi gros. C'est alors que Lorraine Gary conseille à Lance Guest de quitter le tournage au plus vite. I want you to change your work. Mais Guest refuse, il restera jusqu'à la fin du tournage. Ils ont l'air au bout de leur vie les pauvres. Ensuite on a droit à une sous-intrigue romantique entre Hélène Brody et Augie, parce que c'est exactement ce qu'on veut voir quand on paye pour les dents de la mer. Les deux tourtereaux vont même assister à une fête locale, et c'est vraiment superbe de voir une aussi belle relation se développer de la sorte grâce à une écriture subtile et maîtrisée. Non je déconne, c'est chiant comme la mort. Mais toute cette bonne ambiance prend fin quand le requin attaque le bateau de Mike et Jake. Hélène semble en effet être en lien télépathique direct avec le squale, et assiste avec horreur dans sa tête à une scène insoutenable qui voit le requin mâcher goulûment une partie en bois du bateau jusqu'à le faire saigner. Ouais, le requin il fait saigner le bateau. C'est un ouf. Mais Hélène fait semblant de se ressaisir et de profiter de la fête. Ah ça par contre c'est intéressant. Pour une fois. En effet, dans le script original, on apprenait que Augie avait perdu sa fille, tuée par un dealer de drogue, ce qui donne bien plus de poids à cette réplique du coup. Bref, suite à cette attaque pleine de brutalité, Jake décide de laisser tomber l'étude des mollusques pour se concentrer sur le requin, qu'il marque avec une balise. Impressionnant, plus vrai que nature. Et pendant ce temps, Hélène et Augie continuent de flirter. Bon Michael, on n'a pas de scénar là, donc tu dis ce qui te passe par la tête. Action! I have a bone in my left foot that hasn't thawed yet. Ah ouais non mais là ils font même plus d'efforts quoi. What do you want? Whatever we had last time. 2 Bahama Mamas, please. Putain ce remplissage de bâtard. Take some time off. The whole idea is preposterous. I don't. Ah moi je crois que si. Retour chez Mike, où ce dernier commence également à psychoter à cause du requin blanc et... Oh non, vous allez pas oser. Sérieux? Ils nous font un remake de la scène du premier film. Le talent en moins. Le lendemain, contre toute attente, Mike se fait attaquer par le requin. Regardez-moi cette perfection de la nature. Fort heureusement, il s'en sort en redoublant d'astuces, et aussi parce que le requin, il est un peu con, on va pas le cacher. Le surlendemain, par contre, le requin décide cette fois-ci de s'en prendre à sa fille Thea, partie s'amuser sur une bouée tractée. Eh ben elle va pas être déçue du voyage. Fort heureusement, le requin souffre de cataracte, ce qui fait qu'il va se planter de cible et bouffer quelqu'un d'autre. On l'a échappé belle. C'est à ce moment-là qu'Hélène décide de se sortir les doigts et de prendre les choses en main. Bah voilà, 9 ans après le 2, elle y aura eu droit à sa scène sur le bateau. Évidemment, Mike, Jake et Augie partent à sa poursuite et arrivent pile au bon moment. Come and get me, you son of a bitch. Hélène Ripley serait tellement fière. Du coup, le requin attaque Hélène, qui avait pas de meilleure idée que de rester plantée près du bord. Puis Augie décide d'amérir d'urgence. Mike et Jake rejoignent Hélène, mais Augie se fait attaquer par le requin qui a apparemment très envie de rentrer dans l'avion. Ah bah quand on passe toute sa vie dans l'eau, pas étonnant qu'on rêve de voler. Mais Augie a survécu et il sort de l'eau avec des vêtements complètement secs. Sacré Michael Caine. Jake décide ensuite d'utiliser un appareil pour envoyer des décharges électriques au requin, mais il se fait malheureusement dévorer au ralenti par le squale qui semble avoir appris à voler depuis sa petite visite de l'avion. Bon, je veux pas péter l'ambiance, mais il y a peu de chances qu'ils te répondent. Voilà. On s'éclate. Ce film n'est pas chiant du tout. Oh, c'est long, mais c'est long. Ensuite, c'est Mike qui décide de partir à l'attaque, avec Hélène à la barre qui commence à avoir des flashbacks de moments où elle n'était pas présente. C'est fort. Mike active donc l'appareil, ce qui cause de terribles souffrances au requin qui... Ok, donc on part sur un requin qui crie donc. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Exploser?
Donc, le requin se fait empaler par la proue et explose. Normal. Et on réutilise les images du premier film. Manquerait plus que Jack ressuscite, ce serait le pompon. Bon, en vrai, on est plus à ça près, hein, allez-y. Et je mentionnerai pas le fait que ça pue le tournage en studio et qu'on voit les vagues frapper le mur du fond. Non, je le mentionnerai pas. On n'est pas comme ça, hein, on tire pas sur l'ambulance. Bah, tu comprends, le public trouvait que ma mort était trop triste. Du coup, tout va bien, le requin est mort, Hélène rentre chez elle, Michael Caine n'arrête pas de parler, sans déconner, il parle même pendant le générique, et putain, c'est fini. Ouh, c'était nul à chier. Les Dents de la Mer 4 est un bon gros nanar tellement mal fichu qu'il en devient drôle. Mais c'est dingue quand on y pense, parce que le film vient quand même d'un grand studio, il a bénéficié d'un budget conséquent et d'une équipe plutôt talentueuse en soi. Le problème, c'est Cronenberg et sa mégalomanie. Sérieux, 9 mois pour faire un film de A à Z? Mais le pire, c'est l'ambition du gars. Il voulait relancer son studio, relancer la carrière de sa femme, remettre la saga sur des rails solides, le gars se voyait vraiment produire un chef-d'œuvre. Mais en 9 mois? Putain, mais même Spielberg il aurait pas fait mieux en 9 mois. Enfin si, sans doute, mais c'est chaud 9 mois. Des fois, il faut savoir se donner les moyens de ses ambitions, et ça n'a clairement pas été le cas ici. Le produit final est donc un film chiant à crever. Si on retire tout le remplissage à la con, il doit rester 30 minutes de film. Et le scénario est complètement con. Le requin qui poursuit les Brody jusqu'aux Bahamas dans une quête vengeresse, c'est pas franchement l'idée du siècle. Et le plus drôle, c'est qu'à la base, ils allaient encore plus loin dans le délire. En effet, le requin était censé être possédé par un personnage appelé Papa Jack. Papa Jack. Qui pratiquait la magie vaudou et avait un compte à régler avec Mike Brody. Mais tous ces éléments ainsi que l'intrigue autour de Huggy ont très certainement été supprimés à cause des délais trop courts alloués au tournage. Niveau casting, les acteurs sont en roue libre, Lauren Gary est loin d'être convaincante, et je parlerai même pas du requin, vous avez déjà vu l'étendue des dégâts. Bref, c'est un sacré naufrage, encore pire que le 3. Au moins le 3 tentait des trucs, ici c'est juste le minimum syndical. Ils ont essayé de faire un film, et au final, on a à peu près un film. Parce que le niveau d'incompétence de certaines scènes est juste incroyable. On sent qu'ils n'ont pas pu tourner tout ce qui était prévu, comme la scène de l'attaque de Sean au début, incompréhensible, ou la mort du requin elle-même, retournée à l'arrache. D'ailleurs, c'est marrant, mais les attaques sont soit filmées au ralenti, soit montées de manière épileptique. Et dans tous les cas, c'est extrêmement naze. Après, il y a quand même quelques qualités, la BO de Michael Small par exemple. Je trouve en effet que sa reprise du thème de John Williams pendant le prologue est vraiment réussie. Plus rythmée, elle semble évoquer la volonté inébranlable du requin en quête de vengeance. Oui, le concept reste très con, mais bon, chapeau d'être parvenu à exprimer ça en musique. L'autre point intéressant, c'est la volonté de raccrocher les wagons avec les films originaux après un troisième opus qui était parti dans une autre direction. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres qualités. À part le fait que ce soit le dernier. Enfin bref, j'ai pas vraiment besoin d'en dire plus, je crois que vous avez saisi l'idée. Le plus drôle, ça reste l'avis de Michael Caine sur cette expérience. Je cite, « Je n'ai pas vu le film et de ce qu'on m'a dit, c'est catastrophique. Mais moi, quand je repense à cette expérience, je pense à l'époque où j'ai gagné un Oscar, acheté une maison et passé des vacances de rêve aux Bahamas. Pas si mal pour un flop. » On appréciera sa lucidité. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Dents de la Mer en tant que saga? Bon déjà, vous allez oublier Cruel Jaws, le fameux Dents de la Mer 5. C'est pas le cas, c'est juste un plagiat italien. Les Dents de la Mer, c'est 4 films et c'est tout. Et il y en a déjà 3 de trop, donc bon, calmez-vous. Bref, la saga donc. On est parti d'un chef-d'œuvre intemporel, on est passé à une série B correcte, puis à deux nanas ridicules et mal fichues. C'est quand même dingue, chaque film a réussi à faire moins bien que le précédent, l'exemple parfait des mauvaises suites. Et un qui n'aura pas vu d'un bon oeil ses suites ratées, c'est bien Steven Spielberg, qui regrette beaucoup d'avoir laissé tomber la saga et a affirmé qu'avec le recul, il aurait préféré apporter sa contribution en tant que producteur plutôt que de la laisser sombrer dans des mains incompétentes. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il a tenu à rester impliqué dans les suites de Jurassic Park, qui n'ont pas mis tout le monde d'accord, certes, mais ont cependant toujours bénéficié de son approbation. Quoi qu'il en soit, Les Dents de la Mer restera à jamais l'un des plus grands films de tous les temps, et même ses suites les plus ridicules ne sont pas parvenus à entacher cet état de fait. Sacré Spielberg. Et c'est pas des films comme Meg avec Jason Statham qui vont lui faire perdre son statut de meilleur film du genre. Petit tacle gratuit, c'est pour moi. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner, venir me soutenir sur Tipeee si l'envie vous prend, et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!